Bienvenue dans ces décryptages. Aujourd'hui, on plonge directement dans les sources documentaires pour examiner une métaphore fascinante et franchement frappante de notre époque, le mur de verre. L'idée est d'analyser en profondeur comment les données lient la migration mondiale, le changement climatique et l'avenir économique de l'Occident. Et comme on va le voir, cela révèle les dynamiques qui peuvent paraître complètement paradoxales au premier abord. Alors une question fondamentale émerge de toutes ces données. Les frontières agissent-elles comme des boucliers protecteurs ou bien fonctionnent-elles en réalité comme des obstacles à la survie démographique des nations hôtes? Remettons un instant en question le récit habituel de la menace pour voir ce que disent vraiment les chiffres. Le paradoxe central soulevé par les documents est assez incroyable. L'image présentée ici illustre bien de propos. D'un côté, on a l'Europe qui dépense actuellement des milliards d'euros pour repousser ce qui, selon les analystes, pourrait bien être la solution à sa propre crise de survie. Il faut s'imaginer des investissements massifs dans la fermeture des frontières, alors même que l'économie manque cruellement de bras. L'ironie est littéralement inscrite dans les politiques publiques. C'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome de mourir de faim à côté d'un garde-manger complètement verrouillé. Les sources décrivent en effet un continent qui alerte en permanence sur une famine économique imminente par manque de vitalité, tout en barricadant méticuleusement la porte d'entrée. C'est un peu comme observer une immense chambre forte qui séparerait une file d'attente d'une boulangerie pourtant bien garnie. C'est une dynamique fascinante à analyser. Bon, si on observe la situation sous un angle purement économique, l'équation est super limpide. D'un côté, l'offre. Une population mondiale déplacée qui cherche des opportunités. Prenons l'exemple des travailleurs népalais ou d'autres régions, dont la présence devient absolument vitale dans des secteurs européens en tension. En fait, des scènes de files d'attente devant les bureaux d'immigration français, parfois avec la Tour Eiffel et les rues de Paris en toile de fond, illustrent parfaitement cette réalité quotidienne et cette nécessité économique. De l'autre côté, la demande. Une société vieillissante en pénurie critique de main-d'œuvre. Bref, un problème classique d'offre et de demande. Et pour vraiment saisir la gravité de cette demande, il suffit de se pencher sur un seul chiffre, très révélateur. 22 sur 27. Ce chiffre, ce sont les pays de l'Union européenne qui, selon les projections, feront face à un déclin définitif de leur population active d'ici 2050. Les analyses prévoient un véritable précipice démographique. En clair, la main-d'œuvre s'effondre pendant que la population de plus de 85 ans devrait doubler. Mathématiquement, les fondations même de nos systèmes de santé, de nos retraites et de notre croissance se contractent. C'est un fait établi. Alors, face à ce besoin urgent, comment le système réagit-il? La réponse documentée s'oriente massivement vers le blocage. Au lieu de faciliter l'intégration de cette main-d'œuvre providentielle, des milliards sont alloués à des agences comme Frontex pour la surveillance et les murs frontaliers. Et le résultat mesuré ne se compte pas en travailleurs intégrés à l'économie, mais en dizaines de milliers de refoulements documentés aux frontières. C'est exactement ce que les analystes nomment l'architecture de la dissuasion. L'objectif institutionnel est clair, décourager les arrivées à tout prix. Pourtant, le bilan humain soulève de très graves inquiétudes. Des organisations comme Human Rights Watch qualifient carrément la situation de désastre total, en documentant de nombreux témoignages de violences systémiques. On observe donc une déconnexion très étudiée entre le besoin interne des pays et leurs réponses frontalières. Mais attendez, quel est le véritable moteur de ce déplacement initial? Pourquoi ces populations partent-elles? L'examen des données climatiques révèle une asymétrie absolument flagrante. Les 1% les plus riches de la planète émettent 17% des gaz à effet de serre mondiaux. En contraste total, la moitié la plus pauvre de l'humanité entière n'en génère que 11,5%. Voilà le moteur caché de cette crise, l'inégalité climatique. Historiquement, l'Amérique du Nord et l'Europe ont généré la moitié de toutes les émissions depuis 1850. Le constat tiré par les chercheurs est sans appel. La crise qui force ce déplacement géographique massif est générée en grande partie par la consommation des nations mêmes qui sont aujourd'hui en train de fermer leurs portes. Ce qui nous amène à un concept absolument crucial dans les rapports, le gouffre de la résilience. Il s'agit de la différence monumentale entre la capacité d'un pays riche à absorber un choc climatique grâce à des assurances et des aides d'État et l'incapacité totale d'un pays vulnérable à faire de même. Le contraste est vraiment saisissant. Les pays à haut revenu bénéficient de vastes couvertures de sécurité sociale pour se reconstruire après une catastrophe naturelle. A l'inverse, le quintile le plus pauvre de la planète a moins de 10% de couverture. Sans filet de sécurité étatique pour restaurer les moyens de subsistance, la migration géographique devient littéralement le seul et unique mécanisme de survie disponible. C'est une question de vie ou de mort, tout simplement. Et à cause de ce fameux gouffre de la résilience, le système mondial est aujourd'hui décrit comme étant pris au piège dans un cycle tragique en 4 étapes. Un cycle qui s'auto-alimente. Les sources mettent sérieusement en garde contre cet avenir qu'elles qualifient d'auto-cannibalisé. En résumé, les nations riches génèrent les émissions.
Ces émissions détruisent les foyers dans les pays du Sud, les survivants migrent pour s'en sortir, et enfin, les nations riches dépensent des fortunes pour bloquer ces mêmes migrants. Le système s'épuise financièrement à rejeter les victimes d'une crise qu'il a lui-même créée, tout en affamant sa propre économie de la main-d'œuvre dont elle a désespérément besoin. C'est un véritable cercle vicieux. Briser ce cycle infernal nécessite évidemment un financement massif pour l'adaptation climatique. Mais les bilans actuels montrent un vide monumental. Face à un besoin de base estimé à 200 milliards de dollars par an pour les pays en développement, on constate que seuls 29 petits milliards ont été réellement mobilisés. Le compte n'y est pas du tout. En fait, l'adaptation climatique mondiale reste catastrophiquement sous-financée. Les estimations les plus pointues projettent que 1800 milliards de dollars seront nécessaires chaque année d'ici 2030. C'est un gouffre financier vertigineux qui laisse clairement présager un avenir de grande austérité si aucune mesure radicale n'est prise rapidement. Cependant, l'analyse des données financières révèle une perspective étonnamment rationnelle et à portée de main, autour d'un chiffre clé, 295 milliards de dollars par an. Les modèles économiques que nous avons étudiés mettent en avant une solution extrêmement ciblée. Le constat est clair, une taxe modeste de seulement 1,5% appliquée uniquement aux centimillionnaires mondiaux, c'est-à-dire les ultra-riches de la planète, générerait ces fameux 295 milliards de dollars par an. Cette simple mesure couvrirait entièrement l'actuel déficit de financement de l'adaptation mondiale. Selon ces modèles, l'austérité n'est donc pas du tout une fatalité mathématique, mais bien un choix, un arbitrage politique. Ce qui nous laisse avec une réflexion finale profonde sur la trajectoire des décennies à venir. Face au déclin inévitable de la main-d'œuvre en Occident et aux capitaux inexploités, la logique purement économique suggère que le maintien de ce mur de verre devient totalement insoutenable. La question posée par toutes ces données n'est finalement plus de savoir comment arrêter la migration, mais plutôt comment l'accepter pour ce qu'elle est, un mécanisme d'adaptation naturelle, inévitable et surtout vital pour notre survie commune. C'est le défi à la fois paradoxal et immense, mis en évidence par ces sources aujourd'hui.